Bon, alors, bienvenue au monde de la course. Cette semaine, pour cet épisode, je reçois Arnaud Francioni. C'est bien. Bonjour. Oui, c'est merci. avec l'accent en plus. C'est ça, avec l'accent. C'est ça, toi, t'es comme un peu des racines italiennes, un petit peu. Corse. Corse. Plutôt. Ok, c'est ça. Voilà. Parce que c'est ça, tu viens de la Corse ou de la France initialement? Je suis français, mais mon père est la famille du côté paternel est d'origine corse. Ok, c'est ça. Puis c'est ça, dans le fond, toi, tu as une histoire un peu particulière. Donc, tu étais il y a 2 ans, donc en 2017, tu courais, j'avais ça dans mes notes, tu courais un 3000 mètres en 10,35. Tu finissais dernier de la vague lente. Donc, 10,35, c'est pas mauvais, mais comme tu valais plus, tu le savais que tu valais plus. Et tu t'es fait, un moment donné, tu as décidé d'aller faire diagnostiquer, voir si ton fer avait pas un problème. Et là, tu as réalisé, ils t'ont donné le diagnostic et ton fer était complètement à plat. Et là, après ça, tu as commencé à supplémenter un peu puis à faire vraiment plus attention à ça. Et là, cette année, tu as fait un 9,08. Donc, pour ceux qui n'ont pas d'idée un peu, 9,08, c'est à peu près 3,02 du kilomètre, 3,03. C'est très difficile à tenir, donc même pendant 400 mètres pour la plupart des gens. Donc, vous essayerez ça dans une bonne fois que vous sortez dehors. Essayez de, juste avec votre montre GPS de tenir du 3 minutes 3. C'est pas facile. Et donc, tu as eu toute une progression, donc passer de 10,35 jusqu'à 9,08 en seulement 2 ans. Mais là, on va aller plus en détail après. Tout d'abord, j'aimerais juste que tu nous parles un peu de toi. Donc, comment est-ce que tu es arrivé dans le monde de la course? Est-ce que ça a commencé en France? Puis ça, comment t'es venu ici? En fait, au départ, la course, c'est plus une histoire de famille, dans le sens où on est une famille de sportifs. Et en fait, mon grand-père faisait de la course, mon père fait de la course. Et on faisait des joggings de temps en temps. J'ai fait quelques courses avec mon père durant l'adolescence, un semi-marathon. Et voilà, on courait quelques fois ensemble. Je faisais les courses à l'école. Mais j'étais pas un coureur dans le sens où je faisais un autre sport. J'ai fait du tennis pendant 8 ans. Mhm. Et donc quand j'ai décidé de venir à Montréal, je suis arrivé à l'UQAM et j'ai cherché en fait, parce que le sport faisait vraiment aussi partie de ma vie, c'est quelque chose et qui fait beaucoup de partie de ma vie, ça me permet d'avoir un équilibre. Et donc je cherchais une activité supplémentaire pour trouver parce que comme j'étais seul, trouver quelque chose entre études et faire du sport aussi à côté. Je me suis dit pourquoi pas le sport universitaire. J'ai cherché le club de tennis de l'UQAM. Il n'y en avait pas et il n'y en a toujours pas. Mhm. Et donc je me suis dit, comme j'ai couru, pourquoi pas essayer d'aller dans le club de course. J'en ai déjà fait, mais j'avais jamais pratiqué de manière sérieuse. J'y allais de temps en temps courir, mais après, c'est là où j'ai décidé de faire le sport universitaire et par la course à pied, vu que... Donc, tu as fait ça parce que c'est ça qui était disponible. Voilà, c'est À ça qui était l'UQAM. disponible au départ, donc je l'ai fait un peu par défaut. C'est quand tu es arrivé à l'UQAM déjà? Je suis arrivé en septembre 2014. Ok. Donc j'ai fait, là, je viens de finir mes 5 années Ok. Wow. d'éligibilité, Ouais. voilà, c'est ça. Et donc au départ, je voulais faire ça pour tester, et au final, j'ai plus que testé, puisque j'ai fait C'est mes 5 devenu ton années. sport, ouais. C'est devenu mon sport, et donc voilà, j'ai fait le cross-country pendant 5 ans, et là, depuis 3 ans, de l'athlétisme, en distance de demi-fond, 1500 et 3000 mètres. Voilà. Ouais, c'est quand même. J'entends souvent ça. Souvent, tu parles, moi c'était le soccer, tu parles d'un autre sport, puis là, tout d'un coup, il y a certains, c'est juste qu'ils découvrent qu'ils sont bons à ça, puis toi, dans ton cas, c'était ça qui était disponible. C'est ça, voilà, c'est ça qui était disponible, j'aimais ça aussi, et voilà, je voulais vraiment trouver une activité sportive, et effectivement, je l'ai un peu fait par défaut. Ouais, Ouais. puis c'est comment t'as trouvé ça, comme l'expérience universitaire avec l'UQAM, qu'est-ce que t'en penses en général? Est-ce que c'est ultra sérieux? Est-ce que c'est ultra casual? C'est devenu sérieux, un Ouais. peu plus que ça ne l'était au départ. Au départ, c'est vrai que c'était, on pourrait dire, plus une activité de loisir. Ouais. Ils avaient à une côté. équipe, mais Il y avait une ouais. équipe et on peut dire encore que l'équipe est très récente. Si je ne Ouais. me trompe pas, l'équipe est apparue à la saison de cross-country 2012-2013.
L'équipe d'athlétisme date de 2016, donc là depuis vraiment quelques années, l'équipe de l'UQAM est sur le circuit. Donc oui, au départ, il n'y avait pas le même suivi, la même qualité d'entraînement. Vous entraîniez combien de fois par semaine? C'était toujours quand même 3? On s'entraînait 2 fois par semaine en équipe, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas une certaine cohésion d'équipe dans le sens où on le faisait pour beaucoup en tant que loisir, mais on le faisait pas de manière sérieuse en tout cas vraiment en tant que sport universitaire. On pourrait penser par exemple à d'autres équipes qui sont vraiment depuis longtemps sur le circuit. On a l'impression quand même que c'est beaucoup plus sérieux, il y a beaucoup plus de structure, beaucoup plus de suivi. À l'UQAM, c'est en train de venir, il y a de plus en plus de suivi, là, avec le changement d'entraîneur aussi. C'est ça, l'arrivée de Jim Avec l'arrivée de Jim, il y a... C'était un ancien coach de McGill, pour ceux qui ne savaient pas. Il y avait le coach à McGill, il a été mon coach, là, à un moment donné, il nous a quitté pour aller pour nous trahir pour aller avec exact. Bonjour Jim, si tu nous entends. Ouais. Mais faut comprendre, il s'était fait faire un poste d'entraîneur-chef qui est quand même une bonne promotion, puis que c'est ça, il pourrait faire ça plus à temps plein. Il n'y a pas eu trop de friction, il a jasé, puis notre head coach à McGill, il comprenait bien ça quand même. C'est ça, là avec l'arrivée de Jim, ça a un peu aidé à mettre ça un peu plus sérieux. Est-ce que tu dirais le monde, est-ce qu'il courait, combien de fois semaine le monde courait, tu dirais en moyenne? C'était très variable parce qu'il y avait quelquefois des bons éléments qui étaient à un niveau, un niveau qui pouvait participer au championnat canadien, mais d'autres personnes qui étaient plus coureurs, effectivement occasionnels et aller faire les courses le week-end, c'était le fun, quoi. On allait faire la course de McGill, de Laval, mais c'était pas c'était vraiment pour histoire de dire qu'il y avait l'UQAM sur le circuit. Là, depuis quelques années, ça a vraiment évolué, et l'UQAM, je trouve que c'est beaucoup plus sérieux. Par exemple, là, c'est quand même pour la première fois de cette année, on a pu participer au championnat canadien. On a quand même eu notre place sur le championnat canadien, donc ça c'est une belle première pour l'équipe de cross-country de l'UQAM. Je pense que c'est ça, vous avez eu votre premier, je sais pas si c'était un podium, vous aviez les gars? Oui, premier podium pour les gars, troisième cross-country, troisième place, énorme. c'est ça, juste devant McGill, et ça, pour la première énorme. fois, c'était assez impressionnant, et donc j'étais super content de voir ça, que c'était le premier podium de l'UQAM en cross-country. On parle d'une équipe qui est vieille de comme un peu plus que 5 ans, 6 ans, 7 ans, là, qui réussit. Et McGill, ça fait ils sont là depuis le début pas mal. Ouais. Moi-même, j'étais surpris. Moi-même, j'étais comme McGill, come on, mais il y a eu des bonnes performances comme l'UQAM. Il n'y a personne vraiment qui a déçu. Je pense que Maxime Lopez avait quand même assez bien fait. Et en général, tous les autres coureurs, 2, 3, 4. Fait que pour ceux qui ne savent pas cross-country comment ça fonctionne, c'est ton top 5 en fait qui compte. Donc c'est comme du golf. Donc tu veux avoir le plus petit score possible. Fait que là, si quelqu'un est, mettons, premier, puis ensuite ton deuxième coureur est quatrième, ensuite est septième, là, tu additionnes les chiffres et tu vas avoir le plus petit score. Et donc, les coureurs de l'UQAM, je pense pas, avaient eu des bonnes performances. Donc, leur score était juste un petit peu plus bas que McGill, ce qui fait qu'ils ont réussi à s'emparer du bronze, ce qui était vraiment... impressionnant, je pense que je voyais des gros sourires. C'était une première, on était tout excités, et c'est vrai que les étoiles étaient bien alignées, on avait une belle cohésion d'équipe et des bons éléments pour pouvoir faire ce score-là. Et c'est en athlétisme aussi une première, on a une première médaille en 3000 mètres, une première médaille provinciale avec Maxime Lopez, sa 3e place. Donc non, vraiment, ça évolue bien, surtout depuis que Jim est arrivé dans l'équipe, et il y a beaucoup de bons éléments qui sont en tout cas de plus en plus attirés, qui se développent même, et qui sont là depuis quelques années, qui se développent au sein de l'équipe. Et voilà, moi c'est vrai que j'ai pas pu participer au championnat canadien puisque j'avais fait une mauvaise performance à mon 10 km au championnat provincial. J'avais fait, je suis arrivé avant-dernier, 43 minutes. Au 10 km du parc Maisonneuve au championnat provincial là en octobre dernier. Donc moi j'ai pas pu participer, mais j'étais très content que l'UQAM en tout cas puisse avoir son premier championnat canadien. Ça c'était une première.
Ouais. Puis là, c'est ça, tu te dis, là, c'est rendu plus sérieux, comme les coureurs courent comme 5, 6, 7 jours semaine, pas mal plus. Oui, Là, ça. exact, c'est ça. Quand je vois le kilométrage en général des coureurs et des coureuses, là, il y a quand même quelques éléments qui, effectivement, font de plus en plus de volume, vont de plus en plus à la salle de sport et essayent de prendre ça plus au sérieux, que ce soit aussi au niveau de l'alimentation, au niveau du sommeil. On a de plus en plus de suivi. Là, on avait d'ailleurs en début de semaine rendez-vous nutrition. Ouais. Ça, avant, on le faisait pas aussi. Donc, c'est quelque chose que l'on a développé avec l'UQAM en partenariat, avec le service des citadins de l'UQAM, notre équipe sportive. Avant, on faisait pas ça. On faisait pas des rendez-vous, par exemple, sur la nutrition sportive pour la course à pied et pour le cross-country ou l'athlétisme spécifiquement. Donc, c'est pour ça C'est on l'a. général. Avant. Voilà, donc on rajoute des petits trucs. Par exemple, Jim, notre entraîneur, nous fait des réunions de suivi avant ou à la fin de chaque saison aussi, pour voir les points positifs, les points négatifs, sur ce qu'il y a à savoir également pour les nouveaux, sur la récupération, sur la manière dont on doit s'entraîner et le mode de vie que l'on doit adapter. Donc vraiment des choses que l'on n'avait pas, je dirais, il y a 4-5 ans, mais depuis 2 ans, maintenant, on en a de plus en plus. Ouais. De choses, donc c'est génial. Ouais. Puis selon moi, c'est ça qui fait vraiment toute la différence, c'est quand c'est pas juste les entraînements, parce que tu peux te présenter à 2-3 entraînements semaine, mais tu vas avoir, de ce que j'ai vu, de mon expérience personnelle et de souvent ce que j'ai vu, c'est quand tu vas faire sortir des coureurs tous les jours de la semaine, ou 6 jours dans la semaine. Vraiment, c'est là que moi, ouais. moi au cégep, c'est ça, je courais peut-être 2, 3, peut-être 4 fois semaine. Puis j'étais correct, j'étais quand même pas pire, mais j'étais pas champion provincial, j'étais pas dans le top 3, même pas proche, là. Même pas dans le top 10. Puis là, c'est ça, une fois que là, je suis arrivé à McGill, puis là, je me suis fait coacher par John, puis là, il m'a fait un plan, puis là, il me disait tel jour tu cours tel nombre de minutes, juste les journées off, c'est pas mal, des fois c'est les journées en fait cumulativement, c'est ça qui est le plus important selon moi, plus que l'entraînement disait. Fait que c'est quand tu réussis à avoir cette culture-là dans ton équipe que le monde, tu t'attends à ce qu'ils sortent le mardi, ou la journée que tu fais pas les entraînements, tu t'attends à ce qu'ils sortent, puis le monde s'organise, puis là, quand le monde s'organise pour le faire, mais là, tu sais que tu vas pas être tout seul, fait que déjà là, ça t'aide. Exact. Cohésion d'équipe aussi. Ce qu'on a fait aussi, et que là, c'est la 2e année, on l'a fait en début de saison, là, l'été dernier, c'était le camp d'entraînement aussi. Ouais, début d'année. Oui, Mont-Orford, on n'était pas loin dans l'Estrie, si je me trompe pas. Et donc, on est parti quelques jours, là, tous ensemble aussi. Donc ça, encore quelque chose qui était nouveau, quoi, 2e édition. Et donc, ça, c'était vraiment bien, puisqu'on était tous en équipe, on était dans un chalet, et voilà, on pensait à la course, on faisait des sorties ensemble, ça a permis de nous rapprocher, et je pense que c'est ça aussi, comme tu le dis, qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. La cohésion d'équipe, parce qu'on peut aussi aller s'entraîner, mais aller s'entraîner seul aussi, des fois, c'est dur. Donc, si on se dit, il y a une équipe derrière, quand on pense à la course aussi, on se dit que c'est un sport éminemment individuel, mais quand on voit la différence que peut faire l'équipe ensuite dans les encouragements et durant les compétitions, que ce soit n'importe où en fait, pendant les entraînements, ou le fait qu'il y ait une équipe aussi et une cohésion d'équipe, je trouve que ça c'est quelque chose aussi qui change tout. Aussi, on l'avait pas, en tout cas pas autant, et donc c'est pour ça que je pense qu'il y a ces résultats aussi qui viennent. Ouais, puis c'est ça, il y a beaucoup de monde qui vont un peu discréditer ça, puis moi j'étais la première personne à faire ça dans le temps, de dire ouais, mais un camp d'entraînement au début de l'année, tu vas faire, tu vas avoir quoi, 2-3 bons jours d'entraînement. Ça va rien te donner en entraînement. Mais la différence, c'est justement, comme tu dis, que là, tout le monde pense au cross-country. Tout le monde se met dedans. Exact. Puis un athlète professionnel, ça fait pas la différence. L'athlète professionnel est déjà là-dedans. La personne qui est déjà mindée à ça, ça fait aucune différence. Mais l'affaire, c'est que souvent, à ce niveau-là qu'on est, universitaire, peut-être moins à Laval, mais quand tu regardes à Montréal, souvent c'est ça, c'est juste que le monde il soit mindé à ça, que le monde ils dise ok, je vais prendre ça au sérieux, je vais aller sortir à tous les jours pour aller faire, tu sais, on veut pas surentraîner, mais honnêtement il y a pas, du moins dans le milieu de la course à pied, en tout cas de plusieurs cas que j'ai vus, c'est rarement ça dans les équipes qui ont
qui sont plus faibles, qui sont encore en développement. Ouais. C'est très rarement ça, à part peut-être une ou deux personnes. Souvent, c'est le contraire. C'est justement c'est que le monde, ben, ils sont bien focusés sur l'école. Puis c'est normal. D'abord, tu es un étudiant athlète, pas un athlète étudiant. Mais je pense que tu peux quand même mettre un peu plus. Il y a du monde qui pourrait mettre plus de priorité là-dessus, quand même, d'aller sortir. Puis tu sais, ça va refléter bien sur tes études aussi après. Oui, exact. Tu vas. D'habitude, puis là, quand tu cours, après avoir couru, ça active ton cerveau. T'es plus réveillé, ça te met une routine. Donc, par exemple, tu vas pas aller faire le party tous les soirs. Vraiment, c'est ça, c'est un cercle vertueux. T'as tout à fait raison, parce que tu vois... Cercle vertueux, mais non, ça. J'ai jamais entendu ça. Mais parce ouais, que moi, j'appelle ça un cercle vertueux, parce que Ouais. par exemple, je prends mon exemple parce que c'est celui que je connais, mais par exemple, quand je suis arrivé ici, à Montréal, je voulais avoir... J'étais tout seul, c'est la première fois que je me retrouvais tout seul, sans mes parents, et je me suis dit, il me faut quelque chose pour avoir une discipline, et quelque chose qui va me faire dire, tout simplement, je vais pas aller faire le party tous les soirs, parce que surtout Montréal, on peut se dire... C'est facile. C'est ville des festivals, oui. mais on peut très vite se retrouver dans dans les bars à chaque soir, et il y a toujours des événements. Donc la course à pied et le fait d'avoir une culture d'équipe comme ça, tu te dis... Effectivement, je vais courir, ça me donne un équilibre dans le sens où je peux pas faire n'importe quoi si je fais de la course de manière régulière. Je dois bien manger, je dois bien dormir. J'ai une équipe aussi à côté, donc je peux pas tout simplement lâcher mes coéquipières et coéquipiers en faisant n'importe quoi, parce que il y a quand même une perspective d'équipe dans le cross-country et même dans l'athlétisme, mais cross-country. Et voilà, c'est ça qui motive, et avoir cette discipline, par exemple. Nous, à chaque fois, là, durant l'hiver, les entraînements sont à 7h du matin. Les entraînements sur piste sont à 7h du matin. Tu peux pas les déconner. Le lundi et le mercredi. On va pas... Tu vas pas déconner le dimanche soir ni le mardi soir. Voilà, tu vas pas déconner le dimanche soir et le mardi soir, mais aussi, tu vas pas te dire, tout simplement, j'ai la flemme d'aller le lundi ou le mercredi matin à mes entraînements à 7h, tout simplement parce que je sais qu'il y a une équipe aussi à côté. Je sais qu'il y a qu'il y a un entraîneur qui vient, il y a des personnes et des terrains, ou en tout cas la piste qui est réservée pour nous. Ouais. Puis c'est clair, personne ne se rendrait s'il y avait le seul, mais vu qu'il y a tout le monde, tu te rends. C'est ça, c'est qu'il y a quand même cette perspective d'équipe, et c'est de se dire, si on veut réussir aussi, il faut se lancer dedans, et au final, tous les bénéfices que ça t'apporte ensuite sur la manière dont tu peux te motiver au quotidien à faire d'autres choses aussi, pas seulement pas seulement dans la course, mais aussi à travers tes petits tracas du quotidien et de tous les jours. Quand tu fais ce genre de choses, des entraînements intenses et des intervalles et toutes ces choses-là de manière intense, ensuite ça te permet d'avoir un meilleur équilibre de vie et de prendre de manière un peu plus détachée les autres problèmes que tu peux avoir dans ta vie. Et donc ça, c'est franchement, la course à pied, moi je suis vraiment content de l'avoir faite, et d'avoir aussi pu développer un attachement avec une équipe et avec un groupe de personnes à travers ça. Puis tu dis de l'avoir fait, penses-tu continuer? Oui. Oui. Sur le court terme, en tout cas faire les courses sur route, et sur le long terme, pourquoi pas me lancer dans le trail, mais ça c'est encore un autre projet. Mais c'est ça, c'est souvent on voit des athlètes universitaires, une fois que la carrière universitaire finit, ça finit. Continue. Mais mais là en course, je trouve il y en a certains qui arrêtent tout de suite après, plus en athlétisme, je dirais, mais en cross-country. Puis ceux qui sont un peu habitués, toi, as-tu fait des courses sur route pendant ta carrière universitaire quand même? Oui. Comme quand t'es pas dans la saison. L'année dernière, c'était la première fois que je faisais des courses sur route, en tout cas une partie de la saison, puisqu'après je suis rentré en France. J'avais fait en 2017 la course de Scotia. Après, en 2000... marathon. Voilà, non, le 10 km. Du banc de Scotia. Voilà, c'était c'était ma première course sur route. J'ai juste eu le temps, pas juste eu le temps, mais j'ai fait celle-là en 2017. En 2018, j'en ai fait quelques-unes. J'ai fait La Salle, 10K de Scotia. J'ai fait le 10K d'Ottawa. Mais après, là, c'est la première fois que je vais rester cet été à Montréal. Tu vas en faire. Et faire la piste aussi, pourquoi pas. La piste en été. 5000, 10 000, si je peux. Donc, mais c'est intéressant de voir. J'ai l'impression que ça devient un peu plus un trend de comme
tu sais, que ça finit pas après l'universitaire, que tu peux continuer encore, puis avec les initiatives comme la Coupe du Québec, tout ça, ça aide aussi à ça. Mais c'est ça. Parce que sinon, c'est un peu con que tu cours 6 jours, 7 jours semaine pendant toute ta carrière universitaire, puis après ça, quand tu commences à travailler ou t'arrêtes, ouais, mais c'est-à-dire que pour moi, en tout cas, je sais pas si c'est la même chose pour toi ou d'autres coureurs, mais moi, c'est devenu une addiction, une bonne addiction, dans le sens où ça m'a tellement permis d'avoir un équilibre de vie. Je me dis, c'est pas parce que j'ai fait mes 5 ans universitaires que je vais m'arrêter tout de suite et comment faire autre chose, ou en tout cas, je trouve que tant que j'ai l'énergie de le faire et que la course à pied m'apporte cet équilibre de vie et que j'ai toujours le plaisir de courir, parce que c'est surtout en fait le point auquel je veux venir, c'est que la course à pied, même si j'ai des bons ou des mauvais moments, tant que j'ai du plaisir quand je sens que j'ai du plaisir de faire la course à pied, j'arrêterai pas d'en faire. C'est quoi qui donne du plaisir? Ce qui me donne du plaisir, c'est le sentiment de bien-être que l'on a, le sentiment d'accomplissement, de pouvoir se dire... Bien-être, c'est comme quand tu cours... le sentiment de, tout simplement, oui, de sensation de bien-être physique, de bien-être mental, dans le sens où il y a... Qui est en forme. Voilà, en forme, tout simplement. C'est ça, moi, qui me motive, de me dire ça me permet d'être en bonne santé, ça me permet de rencontrer du monde, de voir des personnes qui ça, c'est aussi social. ont la même passion que moi sur la course à pied. Et je me dis en termes de philosophie de vie par rapport à ce que la course apporte, ça apporte quand même donc on a dit équilibre de vie, mais ça apporte aussi des valeurs telles que la persévérance, le respect, l'encouragement, parce qu'on sait que tout le monde en chie. Quand on fait la course, tu te dis que la personne, quel que soit son temps, tu vois qu'elle elle donne tout autant que toi, et donc tu comprends un peu, je pense, la valeur aussi de respect, d'une manière peut-être que d'autres sports n'apportent peut-être pas. En tout cas, le respect est aussi une compréhension par rapport à ce que la course à pied peut nous faire vivre en tant que coureur. Voilà. Donc le plaisir, surtout que ça t'amène à un autre niveau. Oui, aussi à un autre niveau par rapport aux sensations que tu peux ressentir par rapport à ton corps, par rapport à ce que tu peux penser que ton corps peut faire. Moi, je me souviens quand le premier cross, c'était celui de McGill en 2014. Ouais, moi aussi, c'est mon premier. Et je savais pas que mon corps pouvait faire ça ou pouvait ressentir de telles sensations. Donc, c'est-à-dire découvrir aussi. Se découvrir. Ouais, découvrir et se découvrir. Voilà, t'as tout à fait raison. Se découvrir. Ouais. Et de se dire qu'il y a des gens, qui. Waouh, il y en a qui courent vraiment vite. Tu pensais que t'étais bon et que tu courais vite, mais finalement, il y en a 50 millions qui sont devant toi. Voilà, et qui en souffrent autant que toi, mais qui ont poussé leur corps d'une manière dont tu peux même pas penser. Là, quand t'arrives, en tout cas au départ, la première saison, c'est toujours une belle découverte. Ouais. Oui. Donc, parlant de se découvrir un peu, toi, t'avais découvert à un moment donné, c'est ça, que ton niveau de fer était bas. Mais tout d'abord, dans le fond, toi, t'es végétarien. Ouais. Depuis combien de temps? Depuis 2014. Okay. En fait, c'était une quand résolution. À Montréal, c'était une résolution de Nouvel An. En fait, j'étais en vacances et donc avec mes parents et mon petit frère, on parlait de nos résolutions. Ouais. Et je sais pas pourquoi, j'ai dit j'avais lu un article par rapport à l'impact environnemental sur la santé, de l'alimentation non végétarienne, et je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc oui, j'ai dit résolution, c'est de devenir végétarien. Okay. Voilà. Donc depuis je dis pas que j'ai pas remangé de viande, puisque j'en ai remangé de temps en temps quand des amis en font, et durant les fêtes j'en remange. Mais je veux dire, quand je fais mon épicerie, ou 95% du temps, je mange pas de viande.
Donc oui, régime végétarien et depuis 2014. Puis comment t'as entrepris ça? Ça a été quoi tes premières étapes? Tu t'as dit je vais être végétarien. Ok, tu fais quoi? Mes premières étapes, c'est vrai qu'au départ, j'avais pas trop à m'en soucier parce que c'était pas moi qui faisais la cuisine, dans le sens où c'est mes parents, j'étais encore... Fait que t'as dit je veux de la bouffe végétarienne, non, c'est maman. pas... non, c'est pas ça. C'est que quand je suis arrivé à Montréal, c'est là que je me suis dit, ok, tu dois faire aussi ton épicerie, c'est toi, tu deviens indépendant. Donc là, j'ai commencé à m'arranger, à essayer de m'informer un peu sur Sur Internet. Internet, exact, sur le manque de protéines, ou en tout cas... Pour t'assurer d'avoir tout ce que tu as Voilà, besoin. exact. Essayer de m'assurer d'avoir une alimentation végétarienne équilibrée. Et effectivement, j'ai commencé à avoir mon régime végétarien, et après, j'avoue que je m'en suis plus trop soucié, dans le sens où je faisais mon épicerie, je prenais voilà quoi. C'est quoi que tu faisais comme... Toi, c'était tes premières épiceries de toute façon, vu qu'avant ça, c'était tes parents. Ouais. Puis comme, fait que c'est quoi, t'achètes des bins, t'achètes du tofu? J'ai acheté effectivement le basique, donc pâtes, riz. Qu'est-ce que je prenais? Les saucisses végétariennes. Ouais. Je prenais effectivement pois chiches, lentilles. Des légumes, je prenais les tomates, je prenais effectivement concombres, courgettes, bananes, oranges, du tofu effectivement, et aussi une pizza surgelée on the side pour mon cheat meal. Ah oui. Donc Ah oui. voilà, on l'a Surtout tous. quand elles sont en rabais à 2-3 piastres. Voilà, on a tous cette pizza on the side. Ouais. Donc voilà, à peu près ça. Et du pain aussi, des céréales pour des all brand pour les fibres, et voilà. Donc c'est ça. Ça ressemble un Voilà. peu, tu sais, c'est pas selon moi, en fait, j'ai jamais vraiment fait une épicerie non végétarienne, fait que j'ai un peu pas vraiment idée c'est quoi. Comme, selon moi, ça a l'air compliqué d'acheter de la viande, puis Ouais. tout ça, savoir quelle pièce de viande est bonne, Ouais. s'assurer qu'elle soit pas périmée, tout ça. Fait que dans ma tête, je trouve que c'est quasiment plus simple d'être végétarien. T'achètes C'est des cannes, c'est jamais mauvais. Tu peux les acheter déjà secs, puis après ça, tu fais juste les tremper. Des fois, ça revient moins cher. C'est juste un peu plus compliqué en temps de préparation, mais c'est ça, je trouve. Je sais même pas c'est quoi. Mais oui, fait que là, c'est ça, t'as commencé. C'est ça, ton alimentation c'est sur ça, mais est-ce que tu faisais attention comme chaque repas, ok, est-ce que j'ai assez de protéines, est-ce que j'ai assez... Non, Fait qu'est-ce que tu faisais des pâtes des fois, genre pas de légumineuses, rien, pas de tofu? En général, ce que je fais, c'est toujours pâtes avec des légumes. En général, j'essaie toujours d'avoir 3 ingrédients à côté, c'est-à-dire pâtes ou riz, effectivement. Ouais. Et ensuite, avec, par exemple, ça va être carottes, oignons, tofu. Donc, mais tu t'assures d'avoir comme un aliment protéiné. Un aliment, voilà, des aliments protéinés. De toute façon, en tout cas, par rapport aux protéines, c'est pas le plus problématique, dans le sens où la protéine, quand même, on en retrouve dans pas mal d'aliments. J'avoue que je suis pas un expert en nutrition, mais ce que je peux dire, c'est que la protéine, c'est pas la source du problème, dans le sens où il y a une alimentation à peu près équilibrée et variée. Ton apport en protéines, tu vas l'avoir, et tu vas tu vas le rejoindre. Après, il faut faire peut-être plus attention à d'autres choses un petit peu plus spécifiques, Comme le fer, comme la le fer. B12. Exact, le fer, le B12, auquel je n'avais pas fait attention jusqu'à il y a quelques mois. Et donc c'est pour ça, moi je me disais, prends des aliments variés, essaye d'avoir un petit peu de tout, et au final ça ira, ça va aller. Mais au final, je me suis rendu compte que mon alimentation ne répondait pas aux besoins d'un étudiant athlète et de quelqu'un qui fait 90 km par semaine en général. Et je me suis rendu compte que certains apports, notamment l'apport en légumineuses, n'était pas du tout suffisant. Je pensais avoir un apport suffisant, mais au final, je me suis rendu compte que par rapport à l'activité que je faisais, ce n'était pas assez. Je prenais des pois chiches et des lentilles, mais quand j'ai commencé à regarder maintenant les apports en fer précisément, sur les cannes de beans ou tout ça, je me suis rendu compte que ce que je prenais
il y avait du fer, mais pas assez. C'est ça, puis Donc, voilà, dans le fond, moi non plus, je suis pas nutritionniste, mais j'ai fait quand même beaucoup de recherches, je parle beaucoup à des nutritionnistes, puis là, je fais pas des recherches à la Gwyneth Paltrow ou bien, tu sais, sur les sites comme santé et nutrition.org, un peu louche, mais dans le fond, de ce que les nutritionnistes me disaient, donc dans le fond, tu as tout à fait raison, spécialement pour la course. La course, c'est le sport qui utilise le plus de fer parce que quand tu cours, tu sautes en haut, en bas, puis tu as un impact à chaque fois. Puis ça a l'air pas tant logique parce qu'on sait pas trop c'est quoi, comment ça fonctionne. Exactement, tu fais des micro-fissures et c'est ça, tu brises l'hémoglobine, donc ce qui s'occupe de transporter ton oxygène. Et donc, à cause de ça, tu as besoin de plus de fer pour refaire ces nouvelles molécules d'hémoglobine. Mais c'est ça, donc tu as besoin d'un apport en fer qui est beaucoup plus élevé que la moyenne. Si tu étais comme sédentaire ou athlète, mais pas sérieux, si tu faisais un petit peu 2-3 jours, c'est ça, tu n'aurais probablement pas eu besoin. Mais dans ton cas, c'est ça. Puis, dans le fond, les protéines végétales, le fer végétal, qui n'est pas, dans le fond, d'un animal directement, c'est un fer qui est moins efficace à absorber, donc il faut en prendre plus. C'est du fer non hémique. Et donc, il y a des trucs qui aident à l'absorption, par exemple, la vitamine C qu'on retrouve, oui, dans le jus d'orange, comme c'est la première chose qu'on pense, mais aussi dans les tomates. Donc, moi, mon truc à moi, c'est ça, dans les pâtes, tu as de la sauce tomate, puis là, tu mets les légumineuses, et là, tu absorbes vraiment mieux le fer qui est de source végétale. Donc, ça, c'est une des techniques, mais c'est ça, comme tu disais, tu portais pas trop attention, tu disais, OK, je vais manger un peu de tout, je vais être correct. Je pensais aux protéines en fait, surtout, et j'avoue que je ne m'étais pas intéressé spécifiquement à la demande en fer. En fait, j'avais pas lu d'article sur ça ou vu d'article. Parce qu'on parle pas de ça dans les médias, on parle des protéines, exact, les végétariens, on parle des protéines. Et on parle un petit peu du fer, mais beaucoup moins. Voilà, c'est le gros focus parce que c'est vrai que pour la personne qui fait son jog du dimanche, c'est pas le plus important, surtout que on a tendance à vraiment focaliser sur les protéines, mais en tant qu'athlète, surtout quand on fait des entraînements très très intenses, le fer c'est vraiment ce qui permet le transport de l'oxygène, et donc s'il n'y a pas le transport d'oxygène, tout simplement les muscles en viennent très vite à arriver à leur potentiel maximum, et tu as vraiment de la difficulté à prendre la pleine capacité de tes muscles et à les utiliser, parce que tout simplement l'oxygène n'est pas bien transporté dans ton corps. C'est comme si tu essayes de faire avancer une voiture sans carburant. Donc c'est ce qu'on m'a dit, parce que je pourrais expliquer ça après, mais moi quand j'avais une grosse déficience en fer, et donc c'est comme en fait si j'avais pas de carburant tout simplement dans mon corps. Et donc là, ce que je ne faisais pas avant, c'est prendre, comme tu dis, beaucoup plus de vitamine C avec le fer pour mieux le transporter, qu'il soit mieux absorbé. Par exemple aussi prendre des légumineuses, par exemple des haricots rouges, pois chiches et lentilles ensemble dans un bol avec du jus de citron également. Le jus de citron pour favoriser également l'absorption. Donc ça, c'est des choses que je faisais pas avant et auxquelles je n'ai pas été informé, et qui m'a nui en fait beaucoup pendant mes courses. Et maintenant que j'ai découvert ça, c'est vrai que ça me permet moi d'avoir des meilleures performances, et c'est pour ça que je suis content de pouvoir en parler, parce que c'est quand même important, et d'avoir ce genre d'informations là. Mais c'est essentiel. C'est primordial, parce que en ce moment, toi tu faisais tout correctement sauf ça. Puis ton facteur limitant, c'était le fer. Et c'est tout un facteur limitant. Si comme tu dis, c'est un énorme facteur. Tu manques de fer, tu manques d'hémoglobine, tu ne transportes pas l'oxygène. L'oxygène, c'est la chose numéro 1 que tu veux transporter dans tout sport d'endurance. C'est ça qui te permet de continuer à faire ce mouvement-là, que quand tu te pousses, puis que tu as vraiment qui est aérobique, que tu as besoin d'oxygène. Exact. Donc, tout était correct, sauf cette affaire-là, cette niaiserie-là, qui tenait ton temps, c'est ça, autour de 10-35, tu progressais pas.
Exact. Même si tu Ouais. t'entraînais, tu sais, tu faisais tes 90 kilos semaine, C'est tu ça. continuais, tu te faisais attention, mais tu avais un facteur limitant qui était cette niaiserie-là. Puis là, un moment donné, c'est quoi qui t'a fait, comme c'est quoi qui a allumé tes suspicions? Ce qui a allumé mes lumières, c'est pas moi. Je dois remercier trois personnes en fait, mes parents, mais surtout aussi Maxime Lopez, mon capitaine de l'équipe de cross country, que je salue et que je remercie. Je sais qu'il va regarder ce podcast. Ouais. Mais en fait, ça faisait depuis par rapport d'ailleurs à 10-35, parce que ça va expliquer mon point. Ouais. C'est vrai que je me disais que c'était vraiment pas normal dans le sens où mon record entre guillemets c'était 10-15 aux sélections en 2014 quand j'ai intégré l'équipe de cross country. On avait fait un 3000 mètres en Puis ça, dans ce temps-là, t'étais pas encore végétarien ou tu venais de commencer? Je venais de commencer peine, et, ouais. et je pense pas que j'avais de déficience en fer, mais je Ouais. commençais la course et Tu devrais être meilleur après. Bah voilà, c'est ça. Ah oui. C'est-à-dire que je devrais être meilleur. C'est-à-dire donc je Ça, fais c'est en 2014? 2014 Puis là, on est en 2017. voilà, encore et à donc 10-35. et c'est ça, donc sélection Ouais. de l'UQAM, 3000 mètres, donc on fait ça et je fais 10-12, donc j'avais aucune idée, ou 10-15, j'avais aucune idée de ce que T'es c'était, content, donc hein? voilà. Et après, donc effectivement, je commence à faire mes saisons. La deuxième saison, ça s'améliore un peu au niveau de mes temps. Donc ça, ça va bien. C'est vrai que c'est deuxième saison. Et après, je vois que sur les années suivantes, donc troisième, quatrième, cinquième année, bah je vois que mes temps en fait régressent. J'ai l'impression de me donner à 100% à chaque fois. Je veux dire, je suis pas quelqu'un en plus qui est du genre à me limiter. Donc je fais mes courses, je fais mes Tu te entraînements. reposes bien, tu t'entraînes Voilà, 6 jours, 7 exact. jours semaine. Ouais. Donc je fais ça et je me rends compte que malgré tout, je suis toujours derrière, je fais toujours mes temps. Par exemple, là, mes derniers championnats, donc 43 minutes aux 10 km au championnat provincial, je me dis, c'est pas possible. J'étais en train de faire quand même mon mileage chaque fois, à chaque semaine. Et donc, avec Maxime, surtout, on a commencé à en parler en fait dès le début de l'année 2018. On en a parlé et on a pendant une run? Pas pendant une run, okay. non, on s'est rencontrés en fait, j'étais vraiment genre super, je me sentais très mal parce que j'avais fait encore une mauvaise course et c'était la course de la salle de l'année de l'édition de 2018. 5 ou 10? Le 10 km et donc j'arrive, je fais 41 minutes 45 et je suis dégoûté quoi, je suis non mais vraiment non mais mais vraiment, je suis dégoûté parce que j'arrive, je finis, je suis en sueur, tout donné. Mais j'ai tout donné et je me dis mais merde quoi, en 2014 je faisais 37 minutes au provincial et là en cross country. En cross country, puis cross country t'es censé être plus lent que sur route techniquement vu que c'est une moins bonne surface. Et donc là ça j'arrive, je me fais dépasser par des personnes mais je me dis je devrais pas me faire dépasser par ces personnes et j'ai donc avec Maxime on en a discuté, on s'est dit bon Arnaud, on va mettre plusieurs points. Est-ce que c'est la posture? Est-ce que c'est ta récupération? Est-ce que c'est tout? Donc au final, et aussi, Arnaud, je te conseille de faire une prise de sang. Donc, c'est vrai que j'ai pas fait ça en premier, je me suis concentré sur la posture. Je suis allé voir un posture. C'est ma posture d'entraînement. Voilà, tu y penses pas. Je sais que j'ai la posture aussi améliorée, donc je me suis dit c'est peut-être ça. Je suis je suis allé voir un posturologue, je me dis j'ai peut-être des tensions dans les muscles aussi. Donc je me dis je suis allé voir ça, je pensais vraiment pas du tout au faire, je me suis dit je vais le faire mais je vais pas. C'est la dernière option. Voilà, c'est la dernière option. Et donc au final j'arrive à la saison de tout ça pour dire que j'arrive à la saison de cross-country en 2018, même chose, je commence à faire mes mauvais temps et tout, et à la fin du championnat... provinciaux de cross-country. Voilà, provincial. Que t'avais eu une mauvaise course, t'avais dit, t'aurais dû normalement, t'aurais dû te rendre au Canadien, t'aurais pas dû être le 7e coureur de l'UQAM. Donc c'est ça, juste avant en fait le championnat provincial, je me fais en fait gentiment engueuler par Maxime qui me dit « Mais Arnaud, il faut que tu ailles faire ta prise de sang. Tu as peut-être une déficience en fer et il faut... Ok, non, oui. Mais et donc il faut que tu le fasses. Et donc je suis rentré là en novembre en France, novembre dernier, et je me suis dit bon là j'ai le temps, je vais aller faire
ma prise de sang, et donc je fais ma prise de sang. J'arrive, j'attends, et j'attends quelques jours, je reçois les résultats. J'ai pas de fer dans mon corps. T'étais à combien? J'étais à moins de 5 nanogrammes par litre de sang. 5 nanogrammes. Wow. C'est-à-dire qu'il y avait le taux, en tout cas normal, qui était affiché entre 30 Oui, mg c'est ça. et 400 mg par litre de sang, Ouais. si je me trompe pas. Et moi, donc, il y avait même pas mon taux qui était 5. affiché. C'était juste moins de 5. Donc, Ah, c'était... moins de 5. C'est-à-dire que j'avais Wow. peut-être 0, ou en tout cas, je sais pas ce que j'avais, mais j'avais Ouais. rien du tout. Donc... c'est vrai que je suis allé voir mon docteur après pour voir ça, mais quand j'ai vu ça, j'ai fait ok, d'accord, je crois savoir maintenant ce que c'est. Donc je suis allé voir mon docteur, il m'a dit mais tu as fait de la course à pied avec ça, sans comment tu fer? pouvais ne pas t'effondrer? Ben, je lui ai dit Ouais. oui, j'en ai fait, mais je pensais que c'était normal. Parce que je pourrais expliquer ça aussi Ah, après, la sensation de dire ben, c'est normal les sensations que j'ai. Mais Comme quelle sensation, là? dans le sens où tu sais. Étourdissement? Non, dans le sens où tu te dis, ben, les efforts que tu fais quand même, c'est. Comment. T'es pas dans le corps de quelqu'un d'autre, dans le sens où tu sais pas ce que tu ressens. Est-ce que c'est des sensations normales ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui note un signe en déficience, peut-être dans une certaine vitamine ou peut-être d'autres choses. Mais quand je veux dire que par ça, c'est difficile de se diagnostiquer quelque chose par soi-même. Et c'est pour ça que j'ai mis autant de temps, parce que moi, je pensais que mes sensations, même si je faisais des mauvais temps, je me disais, il y avait une petite voix dans ma tête qui me disait peut-être aussi, c'est normal, dans le sens où t'es peut-être pas fait pour la course, mais t'aimes ça, donc tu le fais quand même. Donc je me disais, les sensations que j'ai, c'est des sensations normales. C'est des sensations que je devrais ressentir, les sensations d'avoir mal durant la course. Mais quand j'ai commencé à prendre mon fer, parce que donc j'arrive, je me fais supplémenter en fait. Je me fais supplémenter 80 mg de fer élémentaire. ouais, 80, mais une énorme dose 2 fois par jour en fait. Ok, Donc, fait que c'est 160. C'est du 160, donc j'en prenais 2 fois par jour. J'en ai pris pendant 1 mois et demi, 2 mois. Et donc c'était l'équivalent en fait, je prenais les choses que les femmes enceintes prennent normalement quand leur bébé prennent tout leur fer pour se développer. Et donc j'ai pris ça pendant 2 mois, et quand j'ai recommencé à courir après 1 semaine et demie, 2 semaines, après avoir pris mon fer de manière quotidienne, je me suis dit, ah oui, les sensations que j'ai dans les jambes et que j'avais avant, en fait j'étais C'était crevé, différent, là. mais en fait j'étais complètement mort, mes muscles. Maintenant, tu le réalises. Tes Mais muscles, voilà. tes muscles Et étaient c'est morts ça. dans la course, tu n'étais pas capable d'accélérer. Exact. Là, tu le réalises, je dis, ah, mes muscles. Et c'est surtout ça que j'ai réalisé. Je me suis dit, si j'avais été dans la peau d'un autre et que j'avais pu me rendre compte à quel point Ouais, j'étais c'était brûlé, pas normal. c'était pas normal. Parce que Donc, dans le fond, c'est tes ça. muscles recevaient plus d'oxygène. Mais c'est ça. Donc, ils Voilà. étaient complètement morts, même si tu poussais pas tant que ça. Voilà, Puis exact. toi, t'étais comme, I guess que c'est normal. C'est ça. C'est comme ça, il faut que tu Donc souffres. c'est ça. Et il fallait que je souffre, parce que surtout que dans les courses, par exemple, je me souviens du 10K de Scotia de l'année dernière. Je pars à 3,45, je me mets donc 3,45, et au final, à partir du 5e kilomètre, je m'effondre. Je fais du 4,15 et je finis à 4,30, mais quand je dis que je finis à 4,30, c'est que mes muscles, j'avais l'impression d'être en acide, comme si je faisais Ah un ouais. 400 mètres. Comme si tu sprintais. Mais voilà, là. mais en même temps, je me disais, est-ce que c'est normal? Je me dis, bon, bah oui, c'est normal, tu Faut que fais je des pousse efforts à et la tout. fin, ouais. Mais quand je voyais après mes courses et quand je les revois aujourd'hui sur mon Strava, mais en fait, c'est juste que mes muscles, ils étaient morts. Ils me criaient, mais Arnaud, arrête de courir, t'as plus d'énergie, t'as Donne-nous de zéro fer. l'oxygène. Donne-nous de l'oxygène. Et donc, c'est pour ça que j'avais autant de mal à une allure, du 4,30 par kilomètre. Voilà, Là, maintenant, quoi, tu c'est cours ça. ça, là, c'est à peine plus vite que ton Voilà, easy jog. Là. exact. Et quand je vois, parce que là, en fait, après avoir repris le fer, j'ai commencé à courir. J'ai fait un moment, une long run, parce que je suivais le plan d'entraînement, et je me dis, mais je viens de faire un 20 km à 4 du kilo. Et j'ai vraiment genre de bonnes sensations. Puis Et t'avais fait un 10 km Voilà. plus tôt que tu c'est t'étais ça. effondré à 5 Et kilos. donc j'ai dit, À 4-10 kilos. et voilà, et donc je me suis dit, là,
là c'est le game changer. Ah Parce ouais. que c'est là que... Ton facteur limitant est plus là. Et voilà, Il et j'ai limite plus. finalement trouvé le facteur limitant. Ouais. Et donc j'ai commencé à faire mes entraînements parce que je suis resté en fait de fin novembre jusqu'à début janvier, en fait, juste avant le début de la saison d'athlétisme et Sherbrooke. Et finalement, voilà, c'est ça, j'ai commencé à faire mes entraînements. Je voyais qu'il y avait beaucoup d'améliorations parce que je faisais mes intervalles. J'améliorais mes temps, mais c'était... Dans tes voilà. entraînements, là. C'était juste dans mes entraînements, je battais mes records, donc j'étais, mais voilà. Donc, de loin, là. de loin. Et donc j'arrive à Sherbrooke et je dis à Jim, et j'en avais déjà parlé par courriel, mais je lui dis, je pense que là, c'est bon, j'ai trouvé quelque chose et finalement je commence à faire ma course. J'avais jamais fait en dessous de 10, en dessous de 10-12. J'arrive à Sherbrooke, je fais 9,37. Pour moi, ça m'a, c'est une sensation que, j'aimerais revivre parce que c'était vraiment la première C'est course. malade, là. Parce que là, Tu brises de 40 secondes environ ton record, là. c'est ça, le 9,37 n'est pas forcément un temps exceptionnel dans le sens où je pouvais, et je sais que je peux faire mieux. Ouais. La preuve, parce que ensuite, j'ai mieux fait sur la suite de mes courses, mais c'est juste la sensation d'avoir enfin découvert son facteur limitant et de... c'est tellement un soulagement. C'est comme un Voilà. pimple, là. Tu viens de le pop, c'est puis là, ça, squeeze. exact. Et j'avais jamais fait de 3000 mètres avec ces sensations-là. Et quand je Que tu courais, te sentais pas si mais pire, c'est là. ça. Et j'ai vu la différence en course aussi, parce que j'avais fait des intervalles et j'avais pas fait de course. Et la première course que j'ai faite, c'est celle-là, ce 3000 mètres à Sherbrooke. Et tu découvres enfin ce que c'est de pouvoir courir. Ouais. Mais à ton potentiel, quoi, Ouais. et notamment avec un taux de fer normal et qui te permet d'apporter de l'oxygène à tes muscles. Et donc là, en tout cas, moi, à la fin de la course, je crie. Moi, j'étais tellement content. C'était juste un 9,37, mais pour moi, c'était juste briser voilà, pouvoir briser enfin un facteur limitant que j'avais depuis 2 ans. Quasiment, parce que voilà, et donc ça c'est une sensation qui est assez qui est belle, quoi, et je suis vraiment vraiment content d'avoir découvert ça. Et maintenant je fais super attention à ça, et c'est pour ça que c'est super que tu m'invites pour en parler, parce que c'est des Je trouve choses, ça intéressant, si là. ça peut allumer des lumières à des personnes, et de se dire, ah, mais maintenant je comprends pourquoi je m'effondre et que maintenant, j'arrive pas depuis 2 ans à faire une bonne course. C'est pas nécessairement ça, mais il y a des chances. Non, mais des c'est bonnes pas chances. nécessairement ça, Ouais. parce que peut-être, je sais pas s'il y a peut être 50 plein 000 d'autres personnes choses. qui vont aller Ouais. demander là maintenant à aller faire une prise de sang, mais Ouais. je veux dire par là que c'est par exemple ma non-connaissance de ce facteur qui ne m'a pas permis de le voir avant. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller faire une prise de sang, parce que là tu as les chiffres et c'est juste mathématique. T'as pas de fer. Mais c'est clair, Et tu le sais, là. voilà, et il faut le faire, et c'est juste faire sa prise de sang pour être sûr que il n'y a pas ce facteur limitant. C'est pas forcément ça, bien sûr, mais c'est quelque chose qui est au moins rationnel, dans le sens où tu peux voir techniquement les chiffres qui sont affichés. Au moins tu peux l'éliminer si c'est pas ça, mais si c'est ça, au moins ça te permet de l'identifier de manière assez facile. Et donc c'est pour ça qu'il faut le dire, et il faut le faire vérifier au moins une fois par an. Voilà. Ouais. Moi, je conseille. Surtout juste de le faire une fois dans ta vie. Voilà. Déjà là. Ouais, Parce que exact. moi aussi, même chose, j'avais jamais fait dans ma vie. Mais à part peut-être quand tu te fais vérifier quand tu veux donner du sang, mettons. Là, des fois, ils peuvent te dire t'es où, mais c'est pas parfaitement précis, je pense. Mais pis c'est ça, puis après ça, t'as fait ton 9,37, puis après ça, t'as fait un 9,08 aux provinces. C'était-tu ton next PB que t'as eu? Ou C'est-à-dire, Ouais. donc j'arrive à la saison à Sherbrooke, donc Ouais. finalement je fais mon 9,37, je suis super content, tout le monde est content. Ah, Arnaud, t'as fait une super course et tout. Ouais. J'ai gagné un surnom d'ailleurs avec ça, Iron Man. Donc, Iron Man, ouais. Vraiment. Donc, Iron pour le fer, donc, le donc, fer qui lui manquait. C'est ça. Et donc après ça, sur la saison, j'ai fait que des PB en fait.
À chaque À course. chaque course, t'améliorais chaque comme course, 5-10 secondes. C'est ça, je faisais mes 1500 et mes 3000 à chaque fois. Donc Ouais. j'ai fait 9,34, 9,24 et 9,08 effectivement. Aux provinciaux. Aux provinciaux. Wow. Et après en 1500, ben, moi mon record avant était de 4,50, 4,50 si je me trompe pas. Et ensuite j'ai fait 4,34 et 4,24, 4,23. Et donc c'est ça, voilà, j'ai pu vraiment améliorer mes temps sur sur cette saison-là. Je suis arrivé à 4,24 alors que j'avais jamais fait en dessous de 4,50 avant. Bref, c'est Wow. super. 25 secondes Mais sur c'est- un 1500 Sur un mètres. 1500, et c'est ça, et quand je vois Je sais ça, pas si mais... le bon dans une idée, mais mais 25 voilà. secondes sur une course de 4,25. Donc c'est ça, et finalement, c'est ça, on m'a dit aussi, ah Arnaud, bah c'est super, c'est comme si t'avais un nouveau corps, ou quelque chose. Non mais, je veux dire, ou c'est comme si t'avais changé, ou pas, mais je leur dis non, j'ai pas changé, j'ai juste, Juste pris du fer. parce que faut pas se dire après, tout simplement, c'est pas une pilule miracle dans le sens où il y a quand même, je veux dire, les temps que je fais là, c'est les temps que je devrais faire en fait. Ouais. C'est Ça vient avec ça- ton entraînement. parce que ça là. vient, faut pas que les gens aussi après se disent parce que je vais prendre du fer, tout simplement, ça va être la pilule miracle. Ah non. Non. Si c'est ton facteur limitant. Et si c'est ton facteur oui. limitant, oui, mais si c'est pas ton facteur limitant, Ouais. ce qui fait que je peux faire les temps C'est l'entraînement. des temps potables maintenant, c'est parce que j'ai j'ai fait des entraînements quand même à côté, j'ai toujours fait mon mileage à chaque semaine. J'ai quand même une alimentation maintenant qui est assez équilibrée, mais surtout le sommeil également. Donc c'est ça aussi la musculation. C'est d'autres choses aussi qui me permettent de revenir au niveau aussi où je suis là maintenant. Donc c'est ça, le faire m'a permis tout simplement d'être là où d'être à mon niveau en fait. C'est ça, voilà. Je voudrais juste revenir sur le chiffre que tu nous avais dit du en bas de 5. C'était quoi déjà les 5 nanogrammes Ah oui, moins de 5 nanogrammes par litre par de litre sang. de sang? Voilà. Fait que là, là, vous me corrigerez dans les commentaires si jamais, c'est pas les mêmes mesures qui sont si c'est peut-être c'est des microgrammes, je sais pas trop quoi. Mais par exemple, pour quand tu veux donner du sang à Héma-Québec, je pense que faut que tu sois au-dessus de 12 ou 14 pour pouvoir donner du sang. Quand tu es en bas de ça, tu es vraiment considéré, ton fer est très bas, trop bas, Ouais. puis que ça serait dangereux que tu donnes du sang. Ça, je savais pas, tu me l'as. Ok, ouais, c'est ça. Dans le temps que je donnais du sang, là, j'en donne plus parce que malheureusement, c'est pas super bon pour les performances de s'enlever des hémoglobines parce que ça prend du temps à refaire. Mais c'est ça, dans le temps que j'en donnais, c'est ça. À chaque fois, c'était moi j'avais pas de problème, mais c'est ça, c'était autour de 12-14. Donc là, toi, tu dis que tu es en bas de 5. Donc, une personne qui est à 12-14, tu vas lui enlever peut-être. Qui est juste au-dessus de ça, tu vas lui enlever. Bon, en fait, qui serait en dessous de ça, c'est que techniquement, tu lui enlèverais environ 500 ml, 1 litre de sang. Ouais. Dans ton corps, tu as beaucoup plus que ça. Donc, tu lui enlèverais seulement un petit pourcentage de ça, puis ça serait considéré dangereux. Puis la personne ne peut pas. Toi, tu avais en bas de 5, on ne sait pas c'est quoi le chiffre. Non, Fait que, tu sais, c'est. peut-être 0, mais en tout cas quasiment. Ben, ça peut Je pas être pense pas 0. que ça soit Si c'était 0, 0, mais- tu Non, mais serais c'est pas en ça. vie. Mais t'étais en bas de 5, ce qui est extrêmement bas. Donc, ça, c'était juste pour mettre un peu le monde en perspective. Donc, assurez-vous que votre fer est assez élevé. Moi, j'avais aussi passé un test, je pense que c'était l'année passée, quand je voulais aller au camp d'entraînement. C'était à Park City. Donc, dans le fond, ils nous recommandaient fortement d'aller faire un test de sang pour vérifier notre fer. Parce que quand tu vas... Park City, c'est en altitude, à 2000 mètres d'altitude. Donc, quand tu es en altitude, vraiment, l'effet, si ton fer est bas, donc que tu as moins d'hémoglobine, ça va se faire ressentir très facilement. Puis même ça peut être dangereux, tu peux t'évanouir parce que l'oxygène est plus rare, donc tu as vraiment besoin de toute l'hémoglobine possible pour bien absorber ça et dans le fond être capable quand même d'envoyer de l'oxygène à tes muscles. Donc c'est ça, j'avais fait mon premier test à ce moment-là, puis je me dis, ah non, mais moi j'ai quand même
une bonne nutrition, tu sais, végétarienne, je fais vraiment attention, je pense, à tous les trucs pour maximiser ça. Mais c'est quand même con un peu. J'aurais dû faire ça plus tôt, mais c'est que souvent, tu te dis, t'as tellement de barrières à ça, c'est comme, ben là, il faut d'abord j'aille voir mon médecin qui va me donner une recommandation pour ensuite aller faire 1 heure d'attente pour aller... ou 2 heures d'attente pour aller faire juste une petite prise que là, ils vont checker, puis là, ils vont me donner le résultat plus tard, puis là, après ça, gna gna gna. Toi, c'était comment que tu avais fait ça en France, dans le fond? Alors, je l'ai fait aussi en France et pas au Québec, parce que ça, c'est un point aussi que je voulais apporter. Surtout, il faut insister pour faire la prise de sang. Même chose au Québec. Parce que je suis arrivé finalement, donc quand mon capitaine Maxime m'a gentiment dit d'aller faire ma prise de sang, je suis allé donc à Montréal en fait. J'étais prêt, je suis parti dans un organisme privé pas loin de chez moi. Et privé en plus, même pas public. Une clinique privée. Wow. Et donc... D'habitude, eux, je veux quelque chose. Ok, on va te le faire. Une clinique privée. Wow. Et donc, je suis allé voir un médecin pour demander une ordonnance pour la prise de sang. Il m'a juste demandé si j'avais une alimentation végétarienne et équilibrée, sans me demander précisément ce que je mangeais. Mais voilà. Après, mon erreur, c'est de ne pas avoir assez spécifié que j'étais un athlète. Mais c'est pas ton erreur. Et voilà. Plus. Mais c'est ça. Et donc, il m'a dit, mais non, il n'y a pas de souci. Et juste, j'ai payé en tant qu'étranger $170. Pour te faire dire non, t'es correct. Voilà, pour me faire dire non, je suis correct. Et donc là, effectivement, il faut que j'aille en France et que je réinsiste parce que le médecin en France généraliste me faisait le même discours. J'ai dit non, là je veux faire ma prise de sang. Vous allez, si c'est possible, vous pouvez me demander faire checker mon fer. Et d'autres éléments essentiels pour la course à pied, mais surtout le fer, parce que là, c'était surtout ça que je voulais voir. Et finalement, je l'ai fait, et heureusement que je l'ai fait, parce que sinon, je serais encore aujourd'hui à me demander ce qui se passe et pourquoi j'arrive pas à courir. Donc voilà, surtout, il faut aussi insister, ou en tout cas, par exemple, que les entraîneurs des équipes ne pas hésiter à demander une prise de sang. Obligatoire pour les athlètes, parce que même si certains n'en ont peut-être pas besoin, ou en tout cas s'il y en a qui en ont fait récemment, pourquoi il n'y a pas forcément d'obligation de le faire, mais pour ceux qui ne l'ont pas fait avant, en début de saison, vraiment pourquoi les pousser pas à faire ça. Les pousser à faire ça c'est quelque chose peut-être qui, je sais pas si c'était fait dans d'autres équipes, mais ça pourrait être quelque chose de vraiment intéressant et important à faire, parce que si les personnes vont faire du sport universitaire de manière intense sans avoir leur pleine capacité et sans connaître les déficiences qui peut potentiellement y avoir dans leur corps. Surtout de la course. Surtout dans la course. Le pire sport pour ça. Exact. Surtout qu'on parle de la course, on parle de sport d'endurance qui demande énormément d'énergie. Donc voilà, là c'est surtout le faire checker auprès de médecins, ne pas hésiter à insister et à leur dire que vous êtes étudiant athlète, que vous faites de nombreux kilomètres à chaque semaine pour faire ça et pour identifier les potentielles carences que vous pourriez avoir et qu'on peut avoir également dans son corps. Oui. Puis moi, pour relater mon expérience, pour aider aussi les gens qui veulent se faire diagnostiquer leur taux de fer, pour les aider à savoir comment faire. Parce que souvent, la barrière principale, je pense que tout le monde, si tu veux le faire comme ça, il le ferait de même, d'un coup, pour l'avoir directement. Le problème, c'est qu'il y a plein de barrières qui t'empêchent de faire ça. Dans le fond, les étapes à suivre, il faut d'abord, si tu veux que ça soit... d'abord, ça te prend une recommandation d'un médecin. Et quand je suis allé voir le médecin pour la première fois, au début, même chose, même réponse sceptique un peu. Moi, j'y avais dit que j'étais vegan, parce que j'étais majoritairement vegan. Fait que là, ça lui donne un petit red flag. Puis j'ai dit que j'allais à un camp d'entraînement en altitude. Ouais. Fait que là, ça, c'était quand même... j'ai réussi à le convaincre comme ça. Mais le problème, il m'a pas fait faire le test que ça prenait. Qui était, d'accord. Je pense j'ai oublié c'était lequel. J'ai oublié, mais je pense que c'est quelque chose qui est quelque chose
Vérifiez ça en ligne, mais peut-être qu'on pourra avoir de nos amis infirmières qui pourront nous commenter c'est quoi exactement ce type, parce qu'il y a plusieurs indicateurs du fer. Et malheureusement, il m'a fait faire 1 million de tests. Sauf le bon. Sauf celui que ça me prenait pour savoir si ça me prend une supplémentation de fer ou pas. Fait que ça m'a pas mal frustré. Et après ça, j'en retourné, fait une autre fois, là, cette fois-ci avec la bonne ordonnance. J'étais autour de, je pense, 20-25. Ce qui est pas... pour une personne normale, c'est parfaitement en santé. Mais pour un athlète, surtout qui va à un camp d'entraînement, masculin surtout, parce que féminin, c'est un peu normal, tu sois un peu plus bas, parce que vu que tu as tes règles et tout ça. Mais c'est ça, tu veux quand même garder ça assez élevé. Et pour un athlète masculin, c'était un peu bas. Donc là, après ça, j'ai pu avoir une ordonnance pour une supplémentation en fer. Donc, pour pouvoir augmenter un peu mon niveau, et là, après ça, j'ai fait une autre prise après avoir pris du fer. Et là, j'avais vraiment monté ça, je pense, autour de 50 ou 60. Mais bref, les étapes, c'est vraiment, il faut que tu ailles voir ton médecin et que tu lui dises, c'est ça, tu lui dis, je pense, que si tu penses vraiment, faut pas que tu ailles là si tu penses pas que c'est vraiment le cas, mais ça, je suspecte vraiment ça, voici tous les facteurs, puis vraiment lui dire, je le sens dans mes musculaires, ça me restreint, quelque chose de genre. Et là, après ça, obtenir ton test. Et là, selon les résultats de ton test, là après ça, tu peux aller te chercher une supplémentation de fer ou non. Puis il faut faire attention. On ne dit pas à tout le monde d'aller prendre plein de suppléments de fer. Le fer, en fait, ça peut être toxique si tu en prends trop. Donc, il faudrait quand même que tu en prennes pas mal trop. Mais si vraiment tu prends... par exemple, là, je vais montrer, moi, ce que je prends, c'est ça. Donc, c'est, pour ceux qui nous écoutent, du fumarate ferreux. Moi, je prends Warmpole parce que ça revenait moins cher. Je pense que c'était 15$ pour 100 comprimés. Je prends un comprimé par jour et c'est 300 mg non élémentaire. Donc, ce qui donne 300 mg élémentaire. J'ai oublié, c'est peut-être pas le terme, c'est peut-être pas non élémentaire, mais en tout cas, c'est 300... Ouais. Qui équivaut à 100 mg de fer, de ferritine pure, qui est ce que tu as besoin pour augmenter ton hémoglobine et donc transporter ton oxygène. Et donc ça, j'en prends une fois par jour. Donc je prends l'équivalent de 100 mg pur par jour, ce qui me tient... et là, tu vas pas tout absorber ça, parce que sinon, je serais à un niveau trop élevé, mais ton corps en absorbe une certaine partie, et ça t'aide à maintenir ton fer élevé. Mais c'est ça, comme je dis, on ne dit pas à n'importe qui de prendre du fer, parce que techniquement, du fer... au début, je pensais que ça prend absolument une ordonnance, mais en fait, non, tu n'as pas nécessairement besoin. Tu vas voir ton pharmacien, puis tu lui dis « je veux du fer ». Puis s'il voit que t'as pas l'air trop fou, puis qu'il s'assure que tu t'en prends pas trop, puis il t'en donne une dose raisonnable, puis comme ça, lui, il peut faire le suivi que tu n'es pas en train d'en prendre 3 comprimés par jour. Là, il peut t'en donner quand même. C'est derrière le comptoir, mais il peut t'en donner. Mais dans le fond, la première étape serait d'abord d'aller faire ta prise de sang, ce qui passe par, premièrement, ton médecin. Tu te dis tu veux faire une prise. Et pour ceux qui sont à Montréal, un truc que je vous recommande, c'est en tout cas l'hôpital général de Montréal, surtout quand il fait très froid. Il y a moins de personnes âgées présentes parce que quand les conditions sont difficiles, soit très chaud, soit très froid. Je pense que j'étais allé pendant une vague de chaleur cet été pour faire mon deuxième test. Il y avait c'est ça, la majorité de la clientèle souvent pour les prises de sang, c'est des personnes âgées. Et quand les conditions sont peu clémentes, ces personnes-là restent chez elles par sécurité. Et donc, la fois que je suis allé, que c'était une vague de chaleur, j'ai attendu un gros total de 5 minutes pour rentrer là et sortir. Donc, ça m'a pris, je pense que c'était Crazy in Love de Beyoncé qui jouait, puis je suis sorti avant la fin de la tune. Quelque chose du genre. Donc, je vous recommande ça si vous voulez éviter le temps d'attente, puis si ça peut vous faire dire « Ah, mais j'aurais pas besoin de perdre tant de temps que ça ». Donc, vous regardez en ligne, vous pouvez voir les horaires des hôpitaux. Il faut écrire prise de sang.
Dès que vous avez votre ordonnance du médecin, vous amenez votre ordonnance avec vous, votre carte d'assurance maladie, et vous passez là, c'est du sans rendez-vous. Ils disent de telle heure à telle heure, vous faites la file, mais c'est ça. Si vous êtes judicieux et que vous réussissez à aller à un temps qui est plus difficile d'accès pour la majorité des gens, ben vous pourrez passer très rapidement. Puis comme ça, ben, l'hôpital est content parce qu'il vous passe un moment qu'il peut vous passer facilement. Puis de même, ça laisse plus de temps aux personnes âgées quand ils vont l'autre jour que vous soyez pas dans le chemin. Donc, ça, c'est des stratégies de prise de sang. C'est ça. Une fois que vous avez vos résultats, si c'est assez bas, dans ce cas-là, c'est peut-être recommandé de prendre des suppléments de fer. Toi, tu prenais au début 160, 2 fois 80. Ouais. Là, après ça, tu as baissé ça un peu maintenant. Là, maintenant, je suis à 25 mg. Au total ou Non, j'ai 2 fois 25. 2 fois 25, donc tu es à 50 par jour. Exact. Mais c'est ça, je vais au Jean Coutu ou au Pharmaprix et je demande des pilules de fer. Il n'y a pas besoin, pour ça, il n'y a pas besoin d'ordonnance. Maintenant, je sais le dosage à peu près qui me convient. Et surtout, si jamais vous avez une déficience en fer, la chose importante aussi à savoir, c'est de ne pas le prendre avec du thé ou du café. Oui, parce que c'est pas bon pour l'absorption. Au niveau de l'absorption, ça empêche la bonne absorption du fer. Donc déjà que l'ensemble du fer n'est pas forcément absorbé par le corps, il faut aussi faire attention 2 heures avant ou 2 heures après, ne pas prendre de thé ou de café. Donc ça, si jamais vous avez besoin de prendre du fer. Ouais, voilà. En fait, même moi, je fais d'habitude, j'essaie de prendre ça 2 heures entre chaque repas. Mais c'est ça, si t'as pas les éléments qui nuisent au fer, ça peut pas être trop pire. Mais ça, en général, c'est ça la recommandation qui m'avait été dite par le pharmacien. C'était de laisser 2 heures entre. Super. Donc là, la lumière commence à se baisser. Nous, on va aller courir. On va encore profiter de cette belle journée parce qu'il faisait vraiment beau aujourd'hui, en ce jeudi. Donc, toi, c'est quoi, juste pour compléter ça, c'est quoi un peu, tu nous avais dit, tu vas faire un peu de trail, un peu de course sur route. C'est quoi tes objectifs dans le futur proche et lointain? Mes objectifs, j'avoue que je sais pas jusqu'à quel point je peux pousser la machine. Donc moi, les prochaines courses, donc c'est les courses sur route. Je vais faire la salle. Vas-tu faire la Coupe du Québec? Vas-tu participer aux courses? Non, parce que je vais partir en voyage avec mon frère. Il est donc aux États-Unis et on va faire un petit voyage entre frères ensemble. Donc je serai malheureusement pas là pour la Coupe du Québec, mais je serai là pour les courses de la salle, le 10 km non, pas de Saint-Laurent, de Scotia. Oui. Je vais faire également le mile à Gilles. Oui, la Mélagile. Et le 10 km aussi le même jour. Je vais faire la course aussi. Ouais. Et pour le moment, c'est lequel qui vient en premier, le 10 ou le 1000? Bonne question. Je crois que c'est le. En fait, on m'a. Peut-être c'est le 10. Je pense que c'est le 10 qui est d'abord. Donc, c'est ça. Mes prochaines courses, en tout cas, 10 km de la salle, je vise 34. Donc, on va voir. C'est quoi ton record personnel en ce moment? Mon record personnel, c'est 37. Ça date de tes débuts. Oui, ça date après ça, t'avais fait un 42 ou exact, c'est ça. Donc ça date de mes débuts. Je pense pas que c'est impossible. Là, c'est pas impossible. Donc, c'est ça. 37, 48, un truc comme ça. Ouais, mais il faudrait que je revoie. Mais voilà, c'est ça. Donc là, je me dis no limite. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Ouais, c'est ça. Moi, je pense pas. En tout cas, maintenant que ton facteur limitant du fer a été... il n'est plus un facteur limitant, je pense vraiment que c'est facile. Mais ouais, tu verras dans le fond, moi j'avais fait, je me souviens dans le temps, je faisais ça à Victoriaville, ils avaient le 10 km championnat provincial, donc je faisais ça, puis je me faisais inviter au 1000 Mile Last to Go, qu'il y avait quand même de l'argent à gagner, c'est la seule raison pourquoi je le faisais. Puis donc, je faisais le 10 km, après ça j'arrivais les jambes défoncées. Là t'arrives puis le Mile Last to Go, toi au moins c'est un 1000 normal, je pense, le 1000 agile. Celui-là c'était... Dans le fond, c'était une élimination, donc à chaque tour, une personne se faisait éliminer. Oh, ça c'est génial, j'aimerais tellement essayer. C'est le fun, mais tu pars, puis là, il faut que tu connaisses la stratégie de ça, parce qu'il faut que tu partes vite. Parce que tu veux essayer de te placer en avant, parce que là, ça va partir vitesse normale. Puis là, le dernier
200 tout le ou monde 100 va accélérer, mètres, c'est tout ça. le monde va à Ouais, fond. c'est ça. Puis là, dès que tu passes la ligne, il y a une personne qui est éliminée, puis là, ça ralentit Tout le complètement. monde, ouais. Fait que c'est des changements de pace, puis ça, ouais, c'était... Malheureusement, vu que j'avais un 10 kg dans les jambes, je pense que Ouais. c'était un peu plus rough, surtout d'aller chercher le sprint final dans l'accélération. Fait que c'était une belle expérience. Puis au moins, ça va pas être un mile last to go. Mais en tout cas, on t'a ça une bonne chance là-dessus aussi. Fait que, puis, en tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation de venir ici. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont trouver ça très intéressant, ton histoire. Puis je pense que ça peut Merci. être utile à beaucoup de personnes. Surtout souvent les filles. Les filles, à cause des règles, c'est les personnes les plus à risque. Les personnes avec alimentation végétarienne ou végane. Mais honnêtement, quand tu as une bonne alimentation végétarienne ou végane, tu t'es pas beaucoup plus à risque, je dirais, qu'une personne juste qui mange de la viande normalement. Là. Puis, mettons qu'une personne qui mange un peu du trash, là, qui va manger du fast-food, puis tout, puis qui fait... ouais. C'est ça. Mais bref, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui peuvent bénéficier de cette conversation. Donc, je trouve ça très intéressant qu'on ait pu avoir ça. C'est ça. Et pour nos auditeurs, si vous aimez ce contenu, on vous invite à vous abonner à la page YouTube, liker la page Facebook, nous donner des bons reviews. Merci à ceux qui nous ont donné des bons reviews sur iTunes. Je pense qu'on a maintenant 6 reviews de 5 étoiles. Yeah. Donc ça, maintenant on a l'air plus legit. Puis c'est ça, laissez vos commentaires. Si vous avez des histoires à partager similaires de facteurs limitants qui vous limitaient dans la course, partagez-nous ça. Et pour mon prochain épisode, je fais juste un petit sneak peek. Au prochain épisode, justement, ça va être Maxime Lopez, ton capitaine, que je vais recevoir, qu'on va avoir une conversation... je pense que ça va être très intéressant sur un peu l'identité d'athlète. Pour ceux qui ne savent pas, Maxime Lopez, le capitaine de cross-country de l'UQAM, qui a fini 3e aux provinciaux, la première médaille de l'UQAM en athlétisme. Exact. Il fait son doctorat en ce moment. C'est, je pense, en psychologie sociale. Désolé si je massacre le terme exact, mais dans le fond, il s'intéresse exactement justement aux athlètes. Et j'avais d'ailleurs participé à son étude. Donc, tu répondais à des questionnaires. Et bref, on va discuter de ça. Donc, c'est un peu, c'est quoi l'identité d'athlète, c'est quoi les motivations, la mémoire et tout ça. Je vais pas en dire plus parce que on est encore en train exactement de faire le format, mais ça risque d'être très intéressant si on publiera ça le dimanche après. Mais c'est ça, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi de m'avoir invité. Le plaisir pour moi. Voilà. Puis allons courir. Let's go!